Bonjour, donc un grand merci à vous d'avoir accepté cette audition dans le cadre de notre commission d'enquête. Je suis avec Benoît Piédalu, dit Chloridric, donc qui est membre de la Quadrature du Net, Chloé Berthélémy, qui est chargée de politique à l'EDRI. Vous allez nous expliquer vos différentes associations. Et puis aussi Alexandre Chaune, qui est membre du livret numérique de la France Insoumise et qui a permis que cette audition puisse avoir lieu. Donc merci encore et puis je vais vous laisser faire une introduction et puis on aura des questions à vous poser. Je commence. Oui. Alors, oui, je représente la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une association française qui existe depuis 2008, qui a démarré son activité par le rassemblement de quelques personnes qui étaient déjà dans le milieu du numérique depuis un certain temps et qui souhaitaient lutter contre l'arrivée d'un certain nombre de textes réglementaires très problématiques, en particulier en France lors de la loi Adopi. Donc voilà, le premier gros combat français de la Quadrature, ça a été contre la loi Adopi, donc sur le droit d'auteur, sur les questions du droit d'auteur dans le milieu numérique. Et aujourd'hui, on a diversifié notre activité puisqu'on était plutôt sur donc les libertés sur Internet et maintenant on est plutôt les libertés dans l'espace numérique on adresse aussi tous les sujets de la reconnaissance faciale, de la surveillance de manière générale dans l'espace public, en plus de toutes les activités qu'on avait sur le droit d'auteur dans l'espace numérique, tout ce qui est surveillance en ligne, ce qui est neutralité du net, etc., etc. Merci. Pour ma part, donc EDRI European Digital Rights, c'est une association qui date plutôt du début des années 2000 et en fait qui est à l'initiative de plusieurs associations en Europe qui ont décidé de créer une entité européenne et une association pour permettre la coopération entre plusieurs associations. Ça s'est fait au début des années 2000 parce qu'il y a eu un espèce d'observation que l'extension des compétences de l'Union européenne faisait que de plus en plus de sujets qui touchaient aux droits fondamentaux, à la vie privée et à la protection des données allaient être pris en charge par les institutions européennes et la législation européenne. Et donc, du coup, il y a eu une volonté d'avoir une représentation auprès des institutions de ce genre de causes. Et du coup, la création d'un bureau avec une équipe de plaidoyer s'est faite en 2009. Et donc, du coup, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a une présence à Bruxelles et qu'on interagit régulièrement avec les représentants des différentes institutions européennes. On a une approche qui est beaucoup plus centrée sur les droits fondamentaux vis-à-vis des technologies. Donc, ça peut être en ligne, mais aussi toutes sortes d'utilisations technologiques telles que l'a fait la Quadrature. Et d'ailleurs, la Quadrature est un membre observateur du réseau. Voilà, on a 42 membres actuellement. D'accord. Merci pour cette présentation. Peut-être je vais vous laisser développer un peu les points de vigilance, les points d'intention que vous avez dans ce moment de pandémie, parce qu'il y a plusieurs débats pour le coup sur les droits fondamentaux, sur les libertés numériques qui sont posées dans le cadre de cette pandémie. Donc peut-être vous, comment vous analysez ce moment-là et quels sont les principaux points d'inquiétude ou d'attention que vous avez? On t'entend pas, Benoît. Ouais. Oui, il vous faudrait Ah le oui, micro. c'est vrai que c'est mieux comme ça. J'avais coupé le Mince. micro. Donc, mais c'est bien comme ça, je fais semblant de parler. Oui, au niveau de la Quadrature, on a déjà été interrogé depuis le début du confinement sur un certain nombre de sujets côté numérique. Il y a eu pas mal d'interventions dans les médias, d'entreprises, d'hommes politiques qui ont émis un certain nombre d'hypothèses sur la possibilité de régler de manière technologique les questions de la pandémie. Donc nous, on a donné déjà un certain nombre d'avis, de suggestions et d'analyses de la situation actuelle.
Alors la première analyse qu'on a faite, c'est déjà que on a la loi renseignement de 2015 qui a déjà prévu un certain nombre de choses pour pouvoir saisir des informations en particulier de positionnement, de géolocalisation des utilisateurs, des citoyens français sur le territoire pour pouvoir les tracer. C'est déjà possible actuellement et ça pose évidemment un vrai problème démocratique de permettre au gouvernement de pouvoir saisir ce type de données sans vérification, euh, sans qu'on puisse savoir ce qui va en être fait. Donc ça, on a déjà soulevé dès le début de la pandémie le fait que c'était possible et qu'il fallait remettre en cause cette possibilité. Il semblerait que l'État ne souhaite pas passer par cette carte-là, mais ça n'a pas empêché un certain nombre d'entreprises de proposer des solutions. Orange, par exemple, est venu proposer une solution de suivi des populations par les antennes GSM, donc pas par de la localisation qui viendrait des smartphones ou de technologies intrinsèques au téléphone, mais juste au fait qu'on ait un téléphone mobile. Voilà, ce qui a posé d'autres problèmes juridiques dont on parlera très certainement. Et là, on a maintenant des discussions sur le type de technologie qu'il faudrait utiliser pour déployer une application de suivi du déconfinement. Et donc potentiellement les rencontres qu'auraient fait des futurs malades pour pouvoir les prévenir du risque qu'ils auraient d'être contaminés à leur tour. Ça pose tout un tas de questions sur la disponibilité de cette technologie à tout le monde. Déjà, tout le monde n'a pas de smartphone, donc ça veut dire que certaines personnes y auraient accès et pas d'autres. Pourquoi? Quelles conséquences sociales sur le fait de ne pas avoir installé cette plateforme? Sur évidemment le fonctionnement même et l'efficacité même de cet outil qui peut largement être questionné. Il y a des questions de solutionnisme technologique derrière, des questions de politique, c'est-à-dire on va essayer de cacher les politiques de ces 20 dernières années, de la recherche et de l'hôpital par l'usage d'une technologie en disant mais vous en faites pas, on a la solution technique à la pandémie, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se posent. Beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous demandant même sur l'attestation dont on a parlé ces derniers temps, parce qu'on a la possibilité maintenant de pouvoir faire une attestation par mobile. Et donc, il y a ce sujet-là qui est sorti en disant mais est-ce que ça permet à la police de nous traquer? Donc, est-ce que finalement le gouvernement peut se permettre de créer une base de données des autorisations de sortie? Ça montre aussi par là même un manque de confiance dans les autorités qui démontre déjà les conséquences des décisions du gouvernement de ces dernières années. Là, on a travaillé sur la reconnaissance faciale, sur la technopolis ces dernières années, et on voit beaucoup de permissivité par le gouvernement sur de la surveillance et la mise en place de technologies de coercition, et donc un public qui a de moins en moins confiance dans ce qu'on peut faire des données et les pouvoirs qu'on peut donner à l'État. Voilà, donc on pourra discuter de tous ces sujets, mais voilà un peu le contexte actuel et évidemment l'utilisation du contexte de choc. On parle de stratégie du choc, c'est-à-dire l'utilisation de ce contexte unique qui est cette maladie, ces morts par centaines tous les jours, cette obligation de rester chez soi, l'interdiction de pouvoir aller dans la rue, d'être surveillé tout le temps par de la police qui va nous demander pour quelle raison on va dans la rue. Utiliser ce moment spécial dans notre société pour mettre en place des lois, des règlements qu'on risque de retrouver et de conserver dans le futur dans notre réglementation, ce qu'on a vu avec l'état d'urgence qui est passé dans le droit commun. Donc il y a un vrai risque que cet état d'urgence sanitaire passe dans le droit commun dans le futur, sur le droit du travail, mais aussi sur l'autorisation de surveiller et de suivre les citoyens, voire de les habituer à ce type de technologie. Merci, effectivement. Ouais. Le risque de pérenniser ça, il est effectivement fort. Chloé, peut-être sur cette question-là, C'est toujours un plaisir de passer après Benoît qui a coché déjà toutes mes cases et pris toutes mes réponses.
Oui, alors en fait, c'est quelque chose aussi qui se voit pas seulement au niveau français, mais au niveau européen et même mondial très rapidement. C'est qu'on voit émerger un espèce de, nous on les appelle techno-solutionnisme. C'est un peu la même chose que ce que vous mentionnez, Benoît. C'est le fait que, vu que la crise, on a du mal à la contenir et que ça repose évidemment sur des années de faillite en termes de politique de santé et politique d'investissement public. Les gouvernements essayent de prouver à la population et de garder la confiance de la population en mettant en place certaines mesures qui reposent sur des technologies afin de pouvoir montrer qu'ils prennent des mesures pour protéger leur population. Malheureusement, tout ça s'est fait à la hâte et il y a beaucoup de législations qui sont passées sous prétexte de l'urgence et qui, donc, du coup, ne respectent plus le débat parlementaire, par exemple, et tout ce que les démocraties représentatives en général demandent en termes de débat démocratique et de recherche d'idées. Donc, ça soulève exactement ce que Benoît disait au niveau de l'efficacité. On nous présente toutes sortes de collections de données, toutes sortes d'emplois de méthodes comme la collection des données de localisation ou l'installation d'applications mobiles, voire même des technologies de reconnaissance faciale pour certains cas très extrêmes, pour pouvoir garder la population un petit peu sous le joug des mesures de confinement, mais aussi prouver que les gouvernements font quelque chose. Donc, définitivement, il y a un enjeu politique. Si ça vous intéresse au niveau européen, quand on voit le commissaire Breton qui va chercher les grands télécoms dans tous les pays, c'est évidemment éminemment un enjeu politique parce que la crise, elle a révélé encore une fois, il y a un relais vers les nations. Il y a un repli national avec énormément de réactions différentes des pays et pas du tout de coordination au niveau européen. Donc là, l'enjeu pour l'Union européenne, elle a été encore plus prise de court que les autres gouvernements et pour prouver un petit peu la pertinence de la coopération européenne et de l'Union européenne dans ces cas-là, les commissaires et la Commission européenne essayent de montrer qu'évidemment, il y a une valeur à avoir une coopération au niveau européen. Et donc, du coup, est venue cette proposition de créer une espèce de banque de données agrégée et anonymisée pour suivre la propagation du virus et pour déterminer un petit peu où on avait besoin de fournitures médicales. Évidemment, c'est un enjeu politique pour vraiment montrer que la coopération européenne est pertinente pour surmonter une crise épidémique. On ne sait pas du tout si ça repose sur quelque chose, vraiment des preuves scientifiques que ça va permettre de résoudre ce genre de problème. Et enfin aussi, ça sert pour l'Europe. Il y a une espèce de stratégie en ce moment qui est en train d'être montée sous le leadership du commissaire Breton, une stratégie européenne de la donnée. Il y a une législation qui devrait venir en 2021 sur une loi sur les données. On ne sait pas encore trop de quoi il s'agit, mais c'est pour favoriser le partage des données non personnelles entre entreprises et gouvernements dans un intérêt public, principalement pour concurrencer les États-Unis et la Chine dans cette espèce d'économie de la donnée. Et donc, du coup, il y a vraiment l'Union européenne essaye de ne pas manquer le coche de cette crise et essayer d'en tirer les avantages qui peuvent en être tirés. Et c'est problématique dans tout plein d'aspects que vous pouvez imaginer. Et évidemment, toute cette réaction avec les collectes de différentes données, c'est vraiment assez confus. Il y a beaucoup d'approches différentes au niveau des pays. On essaye de ne pas trop ressembler à la Chine, mais on va quand même collecter le même genre de données. Ça prouve vraiment qu'on fait tout à la hâte et qu'il n'y a pas vraiment de recherche, de consultation des médecins et des personnes qui sont en première ligne pour savoir si vraiment ces mesures vont être efficaces ou non. Voilà, ça c'est mon point. Merci beaucoup. Alexandre, tu veux poser une première question? Oui, je ferai juste un dernier élément
de contextualisation. Là, on parle bien sûr des thématiques sécuritaires numériques, mais voilà, le numérique est un objet très polyforme. Et donc, actuellement, ne serait-ce que sur la crise sanitaire Covid-19, que ce soit en France ou en Europe, on traverse aussi beaucoup d'autres questionnements, le rapport au télétravail, le rapport à la déconnexion, le rapport aussi avec les travailleurs du numérique, tout ce qui est livreur à vélo, dont Leïla Chaibi, par exemple, travaille beaucoup au niveau européen. La question de l'accès aux services et notamment de l'accès à l'éducation comme un droit fondamental avec une fracture numérique qui ne permet pas, par exemple en France, aux 15 millions d'élèves de bénéficier des mêmes services avec la même facilité, etc. Donc il y a beaucoup d'autres sujets qu'on ne traite pas aujourd'hui parce que la quadrature, parce que l'EDRI et parce qu'on veut vraiment se focaliser sur cet aspect-là. Concernant l'aspect sécuritaire, pour terminer, la seule chose que je rajouterai sur les excellentes interventions de l'EDRI et de la quadrature, c'est l'idée qu'aussi on a un support de base pour mettre en place une politique de surveillance qui peut être extrêmement dangereuse et liberticide. Depuis le milieu des années 2000, nous avons mis en place des plans d'installation de vidéosurveillance très importants, notamment en France, mais pas que, avec une base qui ne cesse sans cesse de s'améliorer d'un point de vue technologique, où on peut ensuite implémenter des technologies encore plus dangereuses. On peut implémenter de la reconnaissance faciale, on peut implémenter, donc l'architecture de base et le squelette existent, et on a maintenant des problématiques qui se posent en plus, par exemple les drones. C'est-à-dire que derrière, on va mettre en place des drones pour essayer d'évacuer, de donner un outil, un prétexte aussi à supprimer par exemple le nombre d'agents ou de contracter le nombre d'agents physiques sur le terrain, en prétendant bien sûr qu'on va avoir une protection des agents par rapport au virus, par exemple, c'est des choses qui sont avancées. Le problème, c'est que quand vous êtes dans des villes comme par exemple là où j'habite, à Saint-Denis, au nord de Paris, eh bien en fait, vous avez des situations où un drone ou une caméra ou le tout répressif ne peut pas permettre de pallier au problème du manque de confinement qu'il peut y avoir par exemple dans ces zones-là. Parce qu'il y a des problématiques de mal logement et de conditions qui font que c'est très difficile pendant plusieurs semaines de tenir dans ce type de logement. Et donc, il est nécessaire d'entretenir un dialogue entre les agents physiques et les habitants, et ça ne passe pas par des machines ou des drones. Là, moi, la première question que je voudrais peut-être poser à l'ensemble des acteurs ici, c'est une question peut-être un petit peu fondamentale sur le curseur entre l'acceptable et l'inacceptable dans toutes ces mesures qui sont prises. Par exemple, on avait un peu échangé avec la quadrature sur des modalités de technologie qui pourraient être, on va dire, acceptables dans un temps donné avec des cadres très précis. Quel pourrait être, selon vous, la quadrature et selon vous, l'EDRI, le cadre vraiment qui pourrait être compatible sur une durée très restreinte pour ce type de technologie? Et surtout parce que moi, je prends un exemple qui est par exemple la Pologne. Ce qui se passe là-bas est extrêmement grave d'un point de vue des droits fondamentaux. C'est une application qui a été créée par le ministère de la Santé et un certain nombre de personnes doivent prendre des selfies d'eux-mêmes avec une régularité pour prouver qu'ils sont présents dans leur endroit. Donc du coup, quel est pour vous est-ce que vous êtes sensible à cet argument du le numérique et la surveillance numérique permet de contrôler l'épidémie? Je suis pas certain qu'on ait une preuve quelconque, hein. Nous, on n'est pas épidémiologiste à la quadrature, on n'est pas statisticien. Enfin, et aujourd'hui, dans les papiers qu'on a lus, dans les articles qu'on a lus, on n'a aucune preuve que ça ait fonctionné réellement. Ce qu'on nous a présenté comme étant fonctionnel, c'est largement en Asie du Sud-Est. Tous ces pays d'Asie du Sud-Est qui ont mis en place très rapidement un certain nombre d'outils de ce type-là. Mais c'est très difficile. Enfin, c'est comme toute statistique. Quand vous avez tous les autres paramètres qui sont différents, comment est-ce que vous voulez faire une corrélation quelconque entre la diminution du nombre de malades et la mise en place d'un seul des paramètres? C'est juste impossible. Or, les autres paramètres, c'est le nombre de lits de réanimation par malade, c'est le fait d'avoir pris extrêmement tôt le problème à la racine, c'est-à-dire qu'ils ont pris au sérieux le problème tout de suite, plutôt que de dire « Oh non, vous en faites pas, ça ne viendra pas chez nous » comme on l'a fait en France.
c'est la disponibilité des tests au coin de la rue pour tout le monde depuis des semaines et des semaines. C'est le confinement personne par personne et non pas comme en France on dit qu'on confine tout le monde, donc les foyers s'entre-contaminent les uns les autres, alors que si une personne du foyer est malade dans ces pays-là, bah, ils le mettent dans une chambre, que ce soit une chambre d'hôtel réquisitionnée ou dans une chambre d'hôpital. Donc tous les autres paramètres sont extrêmement différents. Donc nous n'avons aujourd'hui aucune preuve nous permettant de dire qu'un outil technologique va nous permettre de répondre à cette crise-là en sortant par le haut. D'autant plus, hein, vous avez vu ce qui se passe à Singapour. Singapour qui a mis en place ce type d'outil il y a plusieurs semaines et qui part en confinement, ce qu'elle n'avait jamais encore fait. Et donc le confinement est finalement la solution. Et d'ailleurs, on le sait depuis très très longtemps, puisque les précédentes épidémies, ça a été ça hein, qui a été mis en place pour résoudre le problème. Le confinement est la solution pour répondre à ce type de problème. Chloé, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, bah, je ne sais pas si on aura le temps plus tard de rentrer dans les détails techniques de si vraiment, vraiment, vraiment vous voulez développer une solution technologique, alors il faudrait créer, il faudrait remplir certains critères et certains de nos membres ont travaillé sur ce genre de critères et travaillent encore en collaboration avec les autorités publiques de leur pays, de chacun de leurs pays. Mais par exemple, nos membres allemands, ils ont créé une liste de critères techniques à remplir pour que la vie privée et la protection des données soient respectées selon les principes de protection des données qui sont édictés dans le RGPD, par exemple. Mais moi, je rejoins tout à fait Benoît sur le fait qu'il faudrait… Enfin, moi, quand je lis les recommandations de l'OMS, je pensais au début, c'était genre, il faut se confiner de manière individuelle, se laver régulièrement les mains, rester chez nous, mais pas déployer forcément des mesures de surveillance généralisée. En tout cas, ce n'est pas vraiment ce que l'OMS recommande. Et donc, du coup, il y a vraiment à remettre en cause ce besoin absolu d'une technologie, surtout en phase 2 de la crise, c'est-à-dire lorsqu'on viendra à une phase de déconfinement, parce qu'il y a énormément de répercussions sociales qui peuvent apparaître, notamment de la discrimination et des abus, ainsi que de la pression sociale assez forte sur les personnes pour utiliser ce genre de technologie. Et c'est absolument pas dans le principe de libre consentement que nous, on promeut. Sinon, bah, oui, moi j'invite déjà à considérer toutes les options disponibles et c'est ce que font nombre de nos membres, essayer de passer par des traçages de contacts qui sont analogues, essayer de voir avec des agents du service public quelles personnes on aurait pu croiser, dans quelle instance, dans quelle situation une infection une contamination entre personnes a été possible, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en France au tout début de la crise et je pense que c'est encore une solution sur laquelle on peut se rabattre au lieu de directement plonger tête baissée dans une solution technologique et un support numérique avec tous les risques en termes de sécurité et de protection des données que ça implique. Une politique de masques pour tout le monde et une politique de tests aussi. Je pense que c'est un des gros critères en Corée du Sud qui a marché. On cite souvent la Corée du Sud. Pour dire que leur application a marché, mais encore une fois, Benoît a complètement raison, c'est un des paramètres et ce serait vraiment idiot de penser que c'est ce paramètre-là qui a permis à la Corée du Sud de réduire drastiquement son nombre d'infections. Donc, encore une fois, la situation est bien trop complexe pour miser tous ses chevaux et miser tout son argent sur le même cheval, pardon. Donc, en gros, c'est vraiment pour nous un problème de santé publique et ça devrait rester une question de santé publique et d'investissement dans les services publics. Donc, grande prudence vis-à-vis de tout ce qui pourrait s'apparenter à de la surveillance étatique de masse. S'il y a une priorité à faire, c'est vraiment essayer de redonner confiance aux gens dans les autorités publiques pour qu'ils puissent respecter les recommandations actuelles et futures des gouvernements parce qu'en fait, c'est beaucoup trop simple pour les gens de ne plus avoir confiance dans le gouvernement et donc de ne pas les suivre. Et ça pourrait avoir des conséquences assez graves sur l'ensemble de la population.
Oui, Voilà. si on parle de confiance, on peut en effet rappeler hein, que le gouvernement français n'a pas été d'une clarté absolue sur les règles de confinement, en appelant les gens à sortir quelques jours avant le lancement du confinement. Il fallait sortir. L'école n'allait certainement pas fermer 24 heures avant qu'elle ferme. Et puis dernièrement, les masques ne servaient à rien. Et puis finalement, il va falloir les mettre. Donc c'est vrai que la question de la confiance dans les messages de l'autorité sont absolument essentiels. C'est-à-dire, on entend là dernièrement, je voyais un certain nombre de messages passer de la police ou de la gendarmerie, voire même de décideurs publics se moquant des Français qui sortaient se balader tranquillement. Je crois qu'il y a vraiment un problème de message politique vis-à-vis de cette pandémie, où finalement la responsabilité va se déporter sur les individus eux-mêmes en disant c'est leur faute. On a vu les propos du préfet Lallemand à Paris sur finalement c'est leur faute. Les gens qui sont maintenant en réanimation, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le confinement, ce qui est un non-sens absolument incroyable et ce qui amène à des comportements, à des autorités qui sont vraiment très surprenantes. Hein. L'usage d'hélicoptères à un coût faramineux pour aller chercher des gens qui sont partis faire une balade dans la montagne, comme s'ils allaient contaminer quelqu'un dans la montagne. Alors que le problème, évidemment, ce n'est pas le confinement lui-même, c'est la distanciation sociale. C'est pas le fait d'absolument rester dans sa maison alors qu'on est au milieu d'un parc énorme, on ne va pas rester dans sa maison, ça n'a aucun sens. Et donc il y a vraiment un problème un problème de cohérence du discours politique qui là fait vraiment défaut, en tout cas en France, et qu'il va falloir régler rapidement pour permettre aux gens de comprendre quelle est la teneur du problème qu'ils ont en face d'eux. On a été, je voulais rajouter vraiment qu'on a été très surpris à la Quadrature de se retrouver avec ces questionnements, euh, d'outils numériques qui nous arrivent, parce qu'en réalité, il n'y a absolument aucun outil numérique qui va résoudre cette pandémie. C'est très surprenant de se retrouver avec ces débats qui arrivent sur nos plates-bandes, alors qu'on n'aurait pas imaginé, on aurait imaginé des problématiques, reparler des grèves, par exemple, qu'il y a eu depuis un an dans l'hôpital, des discours qu'il y a eu prévenant qu'à la première crise, tout allait s'écrouler. Non, le problème est rabattu maintenant sur la question du numérique et de l'individualisation du problème. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes qui vont participer, parce que c'est aussi ça hein, la question. Si on fait un suivi des contacts qu'il y a eu et pour prévenir les gens que potentiellement ils sont contaminés, si on n'a que 1% de la population qui installe l'application, ce qui fait déjà beaucoup, hein, ça ferait je sais pas, 70 000 personnes qui installeraient l'application, en fait ça va servir absolument à rien. Donc il faut un niveau critique pour que ça arrive à servir à quelque chose. Et puis, alors je lisais, c'était de manière assez surprenante dans l'interview sur Libération, je crois, ce matin, de Cédric O sur le sujet de l'application potentiellement déployée sur le territoire français, des choses assez surprenantes sur le fait que les utilisateurs qui auraient pu être en contact avec une personne contaminée pourraient avoir accès au test. Alors vous imaginez bien que il n'y a absolument pas de comment on appelle ça, d'acceptation libre, de consentement libre, voilà, je cherchais, de consentement libre si vous avez accès au test uniquement si vous participez à l'application. Enfin, vous imaginez un peu l'histoire. Les gens veulent être testés, ils veulent savoir s'ils sont potentiellement contaminants pour le reste de leur famille, pour leurs amis, au déconfinement. Et si on leur explique que c'est en installant l'application qu'ils accéderont au test, si éventuellement l'application leur dit qu'il y a un problème probable, c'est pas un consentement libre. C'est la fourniture d'un service public, d'un service sanitaire soumis uniquement si on a consenti à installer l'application gouvernementale. C'est totalement aberrant. Mais ça, c'est hyper intéressant dans ce que vous dites tous les deux sur le fait qu'il n'y aura pas de solutionnisme technique. En fait, finalement, tout le débat autour de ce traçage des individus et de cette surveillance massive de l'État, c'est toujours un débat autour de la pénurie, en fait. Parce que concrètement, on sait, vous l'avez dit, Chloé, l'OMS dit dépister, dépister, dépister. On n'a pas assez de tests pour tout le monde. Donc déjà, on explique par une doctrine au départ que c'est bien de ne pas tester tout le monde. Et puis finalement, en fait, comme on n'a pas assez de tests, on ne dépiste pas tout le monde. Et c'est ça, en fait, le problème qui est posé
concrètement avec le déconfinement qui arrive et même avec la période qui est posée. C'est que finalement, on est en train de chercher une solution technique qui est dangereuse pour les libertés, qui n'est en fait qu'une gestion de la pénurie, encore une fois. Et d'ailleurs, les discussions qu'on a, nous, quand on poste sur Twitter, donc sur les réseaux sociaux, les tribunes qu'on a pu faire ou les communiqués de presse qu'on a pu faire, les réponses qu'on a sont exactement dans ce sens-là. C'est, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Puisqu'il n'y a pas assez de tests, il va bien falloir passer par une solution technique. Donc c'est en effet exactement le principe mental qui est actuellement en cours sur cette question de solutionnisme technologique. Et est-ce que vous pouvez développer un petit peu, vous en avez cité déjà plusieurs, mais quels sont, vous dites, donc il y a un risque, ce qui soit pris comme décision dans ce moment, qui est un choc pour l'ensemble des gens du pays, et d'ailleurs bien plus large d'ailleurs que à l'échelle de la France elle-même. Quel est le danger? Qu'est-ce qu'on passe comme pas supplémentaire en fait si on accepte des solutions technologiques telles que celle-ci en termes de droits, de liberté, de droits fondamentaux? Quel est le danger pour les gens? Que tout le monde comprenne bien les enjeux qu'il y a autour de ça. Oui, tu développes ou j'ai des choses à Ouais. dire dessus, mais je te laisse. Ben, en fait, c'est marrant, mais hier, j'écoutais une personne qui est un petit peu dans nos espaces et en fait, j'étais assez choquée de sa position parce qu'il disait que actuellement, en confinement, c'est énormément de restrictions sur d'autres droits fondamentaux tels que le droit à manifester, le droit de rassemblement, la liberté de mouvement en général. Et que peut-être ce serait bien de faire un peu un trade-off, un espèce de marchandage où, grâce à une application technique, alors peut-être on aurait une restriction ou une interférence vis-à-vis du droit à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée, mais qu'en échange, on pourrait peut-être passer moins de temps chez nous ou moins de temps en période de confinement. Et j'étais assez choquée parce qu'en fait, les répercussions que peuvent avoir la collection de données des personnes et qui, dépendamment quelles données vous collectez ou comment c'est fait, si vous faites du contact tracing ou si vous collectez plutôt des données de localisation, les répercussions peuvent être assez énormes dans une période post-crise, parce que ça dépend comment vous utilisez les données qui sont collectées lors de la période de crise. En Italie, par exemple, certaines données qu'ils collectent auprès des télécoms italiens vont être conservées pendant 6 ans. Ça, c'est selon la législation italienne et la loi italienne sur la conservation des données. Et en général, ces données recouvrent, ils essaient de cibler le plus possible les personnes qui ont été confirmées atteintes du coronavirus ou qui sont suspectées de l'être et qui doivent rester en quarantaine. En Pologne, Alexandre mentionnait l'application. Lorsque vous enregistrez sur cette application Home Quarantine, vous envoyez un selfie de vous-même et ce selfie à l'inscription va être conservé par le gouvernement pendant 6 ans. Pourquoi? Donc, énormément de questions vis-à-vis des principes de la protection des données et de la limitation de la finalité. Et évidemment, du principe de proportionnalité. Pourquoi on aurait besoin de conserver ces données? En général, on nous rétorque que pour les données de localisation, ce sont des données qui sont agrégées, anonymisées, mais ça a été prouvé en fait de nombreuses fois par des chercheurs que c'est assez simple de réidentifier des données qui ont été agrégées et anonymisées, surtout les données de localisation qui viennent des télécoms. Donc, il y a énormément de risques de profilage derrière toutes ces solutions. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Benoît. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors moi sur la question technique, bon, je pense qu'on a pas mal compris le risque à accumuler de la donnée et à autoriser n'importe qui à accumuler de la donnée sous prétexte de cette crise. Moi je voudrais revenir sur la question de l'acceptabilité. La question de la surveillance est en général pas vraiment admis dans la population.
Et on travaillait en 2019 beaucoup sur la question de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance biométrique en général. On a lancé une campagne en septembre 2019 sur la Technopolis. Et on a participé à un congrès, alors je sais plus, un colloque qui s'appelait aussi Technopolis, présenté par la gendarmerie, organisé par la gendarmerie. Donc c'était assez intéressant parce que en fait le maître mot chez les forces de l'ordre et les politiques, c'est la question de l'acceptabilité. C'est arriver à expliquer à la population que toutes ces solutions de surveillance sont bénéfiques pour la société. Donc évidemment que c'est un problème démocratique hein, d'autoriser l'État à surveiller en permanence, à avoir des informations en permanence. C'est absolument pas ça qui est prévu. Enfin, ce type d'État qui est prévu dans un État démocratique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'accumulation de données par l'État sur tout un chacun, c'est pour ça d'ailleurs en France qu'on a créé la CNIL. Hein, je rappelle la loi de 78 visant à la création de la CNIL, c'est vraiment interdire à l'État de pouvoir croiser des informations sur ses citoyens. Ok, l'État a besoin d'informations pour lever l'impôt, pour gérer l'aide sociale, pour gérer toute la partie hospitalière, etc., etc. Ok, mais par contre, elles ne doivent servir qu'à cette finalité-là et rien ne doit permettre de les croiser ensemble pour établir des nouvelles informations sur les citoyens. C'est ça qu'a créé la CNIL. Hein. C'est ce souhait à un moment des administrations de croiser les informations. Aujourd'hui, on essaie de revenir là-dessus, c'est-à-dire de laisser la possibilité à l'État d'accumuler des données sur les citoyens pour raison de sécurité. Hein, c'est majoritairement cette question de sécurité. Alors, question de sécurité après les attentats, question de sécurité contre la délinquance, mais aujourd'hui sur la question de la sécurité sanitaire. Donc, sur la question de la reconnaissance faciale, on a beaucoup entendu parler de ça, mais c'est aujourd'hui ce qui se passe avec la mise en place de cette application, et on le sent hein, sur les réseaux sociaux, les gens qui commencent à dire oui mais vous comprenez, c'est important pour nous permettre de sortir du confinement, parce qu'en effet il y a ce problème-là, cette conséquence-là aujourd'hui de la pandémie, de rester bloqué chez soi. Et si on doit pouvoir laisser, et ce qu'on entend aussi dans des sondages, puisqu'il y a un certain nombre de médias qui commencent à poser la question dans des sondages, s'il y a la possibilité de sortir de chez soi et de commencer à retrouver une vie normale, mais en abandonnant un certain nombre de nos droits et de nos libertés, ben finalement, ce ne serait plus si problématique que ça. Et ça, c'est deux choses. Hein. C'est l'acceptabilité d'abord, parce que demain, on pourrait mettre en place ce genre de système parce que il faudra lutter demain contre les prochaines pandémies. Donc c'est l'acceptabilité dans ce sens-là. Et c'est aussi l'usage de la stratégie du choc. C'est vraiment cette stratégie du choc mise en place en disant voilà, on a des morts, on a un risque pour une grande partie de la population, on reste cloîtré chez toi, chez soi, on a la police dans les rues, et donc il faut que vous acceptiez la mise en place de textes de loi absolument iniques qui vont générer de la surveillance, qui vont vous faire perdre des droits. Donc on parlait en effet du droit de manifester. Alors le droit de manifester, c'est par tout plein de choses. Hein. Alors déjà le droit, enfin l'interdiction de sortir de chez soi nous empêche de manifester, mais demain la possibilité d'avoir de la reconnaissance de la reconnaissance faciale dans les rues ou biométrique dans la rue, mais aussi éventuellement des applications qui sont installées par obligation ou par obligation légale ou par obligation sociale, parce que vous avez vu en Chine, hein, les applications qui vous mettent une petite couleur verte, jaune ou rouge suivant votre risque d'être contaminé. Si éventuellement ils imaginaient mettre ça en place en France, enfin vous imaginez l'impact social que ça a. Pour rentrer dans un magasin, il faut que vous présentiez l'application pour prouver que vous êtes vert. Pour aller retravailler, il faut prouver que vous êtes vert. Donc il y a un impact social énorme qui pourrait être mis en place, et que évidemment c'est pas l'État qui maîtrise. L'État il dira mais c'est à chacun a le droit d'installer ou pas cette application, alors qu'en réalité il y aura une pression sociale derrière pour ça. Donc oui, les impacts de l'installation de ce type de technologie seraient assez énormes demain, parce que les gens pourraient, les braves gens
pourrait dire, bah ouais, mais vous comprenez, c'est pour notre bien, il faut absolument mettre en place ce type d'outil pour protéger la population, sans derrière calculer la quantité de droits qu'ils vont laisser sur le bord de la route pour éventuellement un jour que ça puisse servir, alors qu'aujourd'hui, on le disait, hein, ce type d'outil technologique n'a aucune preuve de son efficacité, dans aucun pays n'a fait preuve de son efficacité tout seul, ou même à côté d'autres critères. Juste, je rajouterai quelques éléments rapides en prenant un exemple assez concret par rapport à tout ce que vous dites. Sur la question, par exemple, de la gestion de la pénurie. Nous, récemment, on a beaucoup observé, par exemple, les déclarations de Martin Hirsch, qui est le directeur de la PHP, et qui mettait en avant hier matin sur France Inter le fait que voilà, le tracking était un élément qui permet d'avoir le contrôle et d'avoir plus de liberté. C'est-à-dire que renoncer à ces éléments de tracking pour rester chacun chez soi, ça devient une société de prison. Ça, c'est ses mots exacts. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, c'est présenté comme une dualité absurde. C'est-à-dire, si tu veux être libre, tu dois accepter le tracking. Et c'est un biais qu'utilise beaucoup le lobby de la vidéosurveillance. D'ailleurs, il parle de vidéoprotection souvent. Il faut vraiment que les gens essayent d'être au mieux de remonter à la cascade de tout ça. On prend l'exemple de Martin Hirsch, très spécifiquement pour avancer des éléments. Son bilan à la PHP, depuis qu'il y est directeur, c'est 900 lits d'hôpitaux qui ont fermé faute de recrutement parce que les conditions salariales et de rémunération des infirmiers sont très précaires. C'est la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu en plein cœur de Paris, alors qu'on en aurait eu besoin maintenant. C'est le projet de fermeture des hôpitaux Bichat. Vous avez justement les premiers atteints de Covid en France qui ont été accueillis à l'hôpital Bichat parce que c'est là où ils ont un service particulier de gestion des maladies infectieuses et tropicales. C'est le projet de fermeture de Beaujon. C'est 2200 membres de la PHP infectés par le Covid, dont 4 en réanimation fin de semaine dernière. Donc, il faut vraiment ne pas être dupe de tous ces arguments-là pour les remettre en perspective. J'avais quand même une autre question, peut-être, si tu permets, Mathilde, à poser. Sur un élément qui, à mon avis, est intéressant à poser. C'est l'un des problèmes aussi, c'est selon vous, en quoi le numérique serait un instrument pour essayer d'améliorer la période que l'on vit aujourd'hui. Selon vous, quelle serait la place du numérique, que ce soit pour aider les êtres humains, que ce soit à échelle mondiale, européenne ou à échelle française, pour créer des solidarités? On le voit, par exemple, c'est un outil pour créer des solidarités entre les personnes, créer des espaces de dialogue. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quelle est la part de responsabilité des plateformes monopolistiques aujourd'hui comme Facebook, Twitter, qui sont aujourd'hui à la tête d'un ministère de la parole, qui sont des accélérateurs de contenu, qui classent les informations par leurs algorithmes, etc., et qui ont une énorme responsabilité dans la façon dont l'opinion publique se façonne aujourd'hui. Voilà, merci. On digresse un peu. Sur les… Oui, évidemment, enfin, vous avez pratiquement répondu à la question hein, sur à quoi peut servir le numérique dans ces temps-là. C'est évidemment à faire du lien. On voit bien, hein, si on avait été il y a 20 ans ou 25 ans exactement dans la même situation, le confinement, ne se serait pas du tout passé de la même manière. Aujourd'hui, on peut s'organiser, on peut venir en aide aux soignants. Là, il y a les masques de protection qui sont construits par centaines par tous les possesseurs d'imprimantes 3D de France. Je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de l'Europe, mais en tout cas, on a tout un tas ou aussi pour les respirateurs, des systèmes qui sont pour pallier au manque de pièces détachées. On imprime des pièces en 3D. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites comme ça. Il y a toute l'éducation aussi qui est faite à distance. Alors, bon, là, on pourrait parler longtemps hein, des manquements de l'éducation nationale et de l'organisation de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer qui se vante avant le confinement d'être capable
capable de gérer 7 millions de connexions en même temps sur les systèmes. Alors, quel système? On ne sait pas de quel système exactement il parlait, mais en tout cas, tout s'est écroulé dès la première heure de journée de travail en confinement. Donc, en fait, les administrations n'étaient absolument pas prêtes à subir ça. Or, ça fait quand même longtemps qu'on travaille à l'État, aux outils numériques d'État. Donc là, oui, sur l'éducation aussi, le numérique permet la connexion entre les professeurs et leurs élèves, même si on n'est pas du tout prêt là-dessus. Ça permet d'être peut-être un accélérateur là-dessus pour que l'administration se mette un peu un coup de pied aux fesses et travaille sur ces questions-là. Alors, je rappelle, hein, attention, il ne faut pas s'imaginer que les outils numériques sont une solution viable d'éducation. Hein, c'est une solution d'urgence, c'est une solution peut-être de communication avec les parents ou autres, mais vraiment d'urgence pour les élèves qui seraient malades ou autres, pas du tout pour pallier hors situation de pandémie à l'éducation. Hein. Certains seraient absolument ravis de pouvoir dire qu'on peut fermer toutes les écoles et puis passer à l'éducation numérique par des MOOC, donc l'éducation en ligne. C'est absolument pas ça l'idée. Mais en effet, aujourd'hui, c'est ça qui permet de pouvoir continuer la jonction entre les profs et les élèves. Voilà, après, on continue à avoir les liens d'amitié qui permettent de perdurer à travers plusieurs semaines, voire mois de confinement. Enfin, c'est les liens familiaux, de pouvoir vérifier que les grands-parents sont toujours en pleine forme, ont besoin de rien, de leur faire livrer des courses éventuellement. Puisque nous-mêmes, on ne peut pas sortir quand la famille est trop lointaine, ça devient compliqué. Donc voilà, donc le numérique permet tout ça, permet de gérer ces liens-là. Je vais passer à la deuxième question tout de suite, et puis je laisserai Chloé aborder les deux sujets. Sur les questions des GAFAM, hein, des grandes plateformes, en général, on en discutait au sein de la Quadrature, c'était un peu un sujet blague, c'est-à-dire que l'accumulation de ces données est présentée depuis des années comme voilà, la possibilité de renseigner des énormes intelligences artificielles qui vont répondre à tous les soucis de l'espèce humaine, va être capable, voilà, on est en train de tendre à une intelligence artificielle générale qui va pouvoir répondre à tous les problèmes, remplacer l'être humain, etc., etc. Parce qu'il y a des grandes idées autour de ça. On voit bien qu'à la première crise, en fait, ils ne servent absolument à rien. C'est-à-dire, on n'entend plus parler ni de Facebook, ni de Google, ni de qui que ce soit sur ce que peut faire une accumulation de données, des immenses bases de données comme ça contre une épidémie. Les seules réponses qui ont été données, c'est Google qui dit bah ouais, bah, on va vous donner les informations de géolocalisation. Donc voilà, donc les énormes bases de données remplies par Google, qui ont des conséquences quand même extrêmement importantes, hein, sur des conséquences sociales, des conséquences, on a vu avec les scandales, les scandales divers et variés sur l'impact que ça pouvait avoir sur les élections. Donc c'est un problème même politique, l'accumulation de ces données. Bah, en fait, on s'aperçoit qu'elles ne servent qu'à une chose, c'est influencer politiquement et vendre de l'espace publicitaire. Voilà. En fait, ça ne sert à rien de positif pour l'humanité. Ça, c'est vraiment une conséquence qu'on peut voir après plusieurs mois de pandémie, que ces outils ne servent à rien d'autre que de vendre de l'espace publicitaire et éventuellement influencer des votes, ce qui est absolument antidémocratique. Bah, très bien, oui. Rebondir là-dessus, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord sur le fait que, évidemment, les outils numériques sont vraiment hyper importants dans une situation de distanciation sociale. Et à ce point de vue-là, il y a pour les autorités publiques un enjeu assez important de l'accessibilité aux outils du numérique pour pouvoir maintenir le lien social et pour pouvoir aussi s'occuper de la santé mentale de la population. Mais comme d'habitude, il y a évidemment des laissés pour compte quand on parle d'accessibilité au numérique. On pense à toutes ces personnes qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas les moyens financiers ou sociaux ou culturels d'avoir un smartphone, les personnes avec des handicaps,
mais aussi les personnes qui n'ont pas la possibilité de garder un smartphone avec suffisamment de batterie sur plusieurs journées, comme les sans-papiers, les sans-abri, certaines minorités ethniques discriminées ou encore les personnes âgées. Donc évidemment, de ce point de vue-là, une question d'accessibilité avant tout quand il s'agit de voir les aspects positifs du numérique dans ce genre de crise. Floridric a très bien mentionné le problème de l'éducation, donc je vais pas revenir dessus. Pour ce qui, vous avez un peu touché à la question un peu de la désinformation et de la modération des contenus en ligne par les grandes plateformes. C'est un peu un sujet qui est pas tout à fait le sujet central de cette discussion, mais elle est quand même assez intéressante. Et on a vu au niveau européen qu'il y avait une tendance, dans plusieurs pays, à criminaliser la diffusion de messages faux ou de fausses informations qui a trait au coronavirus et à la crise. Donc ça s'est passé dans les pays que vous imaginez tous, donc la Russie ou la Hongrie par exemple, mais il y a récemment aussi la Bulgarie qui a essayé de passer un projet de loi à ce sujet pour criminaliser la diffusion d'informations soi-disant fausses sur la crise. Évidemment, étant donné que le coronavirus en lui-même est un sujet hyper complexe et que les médecins ne sont pas tous d'accord sur quels sont les remèdes à mettre en place, etc., c'est assez difficile de pouvoir mettre en place et mettre en application une telle loi, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment vrai, et peut-être que l'évolution de la situation nous montrera que la théorie d'un tel professeur en France sera peut-être vraie ou peut-être fausse. Donc c'est assez malvenu d'étendre la loi criminelle à ce genre d'informations, de contenu. Et puis vous touchez au rôle des réseaux sociaux, évidemment, et dans ce genre de cas, ils ont une grande place importante pour diffuser l'information, pour se renseigner, pour partager des informations à caractère sanitaire, de se donner des espèces de conseils pour comment bien vivre le confinement, qu'est-ce qu'il faut éviter qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour être contaminé. Et évidemment, ça pose le problème de leur monopole, et vous l'avez dit un petit peu vous-même dans la question, il y a vraiment une opportunité au niveau européen de renforcer les règles de compétition et de concurrence pour éviter que le monopole retombe sur quelques entreprises qui agissent comme des gatekeepers, comme des instances qui contrôlent vraiment l'accès au contenu et à quel contenu on a accès sur Internet et qu'on peut aussi diffuser. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité qui viendra dans le mandat européen actuel, puisqu'il y a une directive, une régulation, un règlement qui se met en place et qui s'appelle le Digital Services Act, et qui touche un petit peu à ces règles de comment on réglemente les plateformes en ligne et comment celles-ci modèrent leur contenu. Et donc du coup, nous, on voit à Evry, on travaille énormément sur ce sujet, et on pense que c'est l'opportunité de toucher à ce sujet des monopoles en ligne et de toutes les conséquences néfastes qu'ils ont sur les processus démocratiques, la parole des citoyens et des citoyennes et du partage plus général de l'information. Merci beaucoup. Peut-être dernière question pour conclure cette audition. Donc, vous nous avez dit des choses extrêmement intéressantes qui vont beaucoup nous servir, je pense, pour la suite. Donc, notamment le fait de ne pas croire dans des solutions magiques techniques avec la géolocalisation, le tracking qui individualise les problèmes, crée une surveillance de masse sur lequel il n'y a aucune preuve d'efficacité. Tout à l'heure, vous avez parlé pour la Quadrature du Net de la reconnaissance faciale, qui est une des batailles que vous menez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme… quelles sont les principales préconisations et combats que vous portez, à la fois sur des choses sur lesquelles il faudrait revenir ou refuser, et puis sur les garanties qu'il faudrait aussi mettre en place
là, sur un point de vue un peu plus large que ce qui se passe pendant cette crise du coronavirus, et qu'on devrait, si on a une stratégie du choc cette fois-ci, si on arrive à avoir une stratégie du choc à l'envers, c'est-à-dire ne pas avoir un choc néolibéral qui se crée dans une crise telle que celle-ci, mais une autre société aussi qui pourrait naître de ce choc que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce que vous préconiseriez? Alors déjà sur la question de la reconnaissance faciale, on nous a demandé hein, si on voulait participer à des discussions pour améliorer le contexte dans lequel allait pouvoir se développer, se déployer ce type de technologie. Nous, c'est assez simple, ce type de technologie doit être banni du territoire. Voire de tous les territoires. Hein. Ça ne doit pas être une technologie qui est utilisée pour surveiller la population. C'est antidémocratique et donc pour nous, ça doit être banni et non pas contrôlé, hein, parce que c'est trop facile de modifier petit à petit la réglementation pour ouvrir de proche en proche les cas d'usage. Aussi, hein, on voit dès qu'on laisse un petit peu de place, les entreprises ou même les décideurs politiques qui essayent de placer ce type d'outils avancent leur pion. Là, on l'a vu en particulier à Nice et Marseille, la tentation de pouvoir mettre en place ce type d'outils et puis dans d'autres endroits en disant oui, mais vous en faites pas, c'est que du test qu'on met. Et puis on en revient à l'acceptabilité, à dire bah oui, mais vous voyez, ça a été mis en place, donc mettre au pied du mur en disant bah, on a installé ce genre de choses. Donc voilà, nous on rappelle hein, que ce sont des systèmes, la mise en base de données de la population, la surveillance de la population, ce sont des outils inacceptables. On ne doit, et d'ailleurs le RGPD le rappelle, hein, on doit minimiser les informations conservées. Ça doit être uniquement les informations dont on a besoin pour faire fonctionner les institutions et pas une de plus. Donc voilà, il faut être extrêmement strict sur ces questions-là et ne pas se dire, comme vous avez aussi le projet de loi de finances 2020 hein, qui avait été présenté, avec un article permettant à Bercy d'accumuler des données, d'enregistrer tout un tas de données venant de réseaux sociaux ou de sites divers de vente, permettant de vérifier si éventuellement là-dedans on ne trouverait pas des traces de personnes qui cacheraient des informations au ministère des Finances dans leur déclaration d'impôt. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des outils extrêmement dangereux, c'est-à-dire accumuler de la donnée juste pour l'accumuler en voyant si plus tard elle peut servir à quelque chose. Pour nous, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas, il faut absolument pas aller plus loin. Évidemment, pour l'avenir, si on rêvait d'une stratégie du choc à l'envers, pour nous, ce serait une application stricte de la réglementation sur les données personnelles déjà, hein, ce qui n'est pas fait actuellement. Aujourd'hui, on voit que la CNIL n'a absolument pas les moyens ni politiques, parce qu'elle est un peu molle, ni organisationnelle, d'appliquer la réglementation. Sinon, on a fait condamner Google il y a un peu plus d'un an maintenant à une amende de 50 millions d'euros. Mais en fait, vu les arguments qui ont été utilisés pour cette amende-là, ça devrait être une fois par mois minimum qu'une amende de ce type-là devrait être posée, voire une amende bien, bien supérieure. Hein. Je rappelle que vu les montants des amendes possibles, on devrait pouvoir rapidement monter aux milliards d'euros d'amende très facilement. Donc, en fait, ce serait de pouvoir mettre en place réellement les outils qui permettraient de faire appliquer ça, mais pas seulement sur les entreprises, mais aussi sur l'État. La CNIL a énormément de mal à faire appliquer la réglementation sur les données personnelles à l'État parce qu'elle a perdu ce pouvoir. Elle n'est maintenant plus qu'un organisme consultatif et tous ces sujets-là, en fait, elle va apporter un avis et puis l'État va pouvoir passer en disant bah, en fait finalement ça ne nous intéresse pas tant que ça, merci d'avoir donné votre avis. Et donc ça, il faut récupérer ce pouvoir de protéger la population du pouvoir de l'État. Hein. Je rappelle, la CNIL a été créée dans le cadre de la protection des droits des citoyens par rapport à un pouvoir coercitif de l'État et non pas des entreprises au départ en 1978. Il faut qu'elle retrouve ce pouvoir-là parce que finalement les entreprises passent mais l'État reste et les impacts d'un État par rapport à sa population sont absolument énormes. Le pouvoir de mettre des amendes, c'est déjà une première chose. Hein,
pouvoir mettre 135 € d'amende parce que on décide que la personne n'a pas rempli correctement tel document ou autre. C'est quelque chose que fait l'État, mais que alors il peut y avoir des conséquences avec les entreprises privées, mais l'État a un impact beaucoup plus fort. Mais aussi, je rappelle, la possibilité de manifester aujourd'hui, c'est l'État qui l'autorise ou pas. La liberté d'aller et venir, le fait de pouvoir empêcher quelqu'un d'aller et venir en le consignant à domicile, ce qu'il a fait, je rappelle, pendant la COP 21, en se basant sur une réglementation qui avait été mise en place dans le cadre du terrorisme. Donc l'État a un impact très fort, peut même mettre en prison même. Et donc il faut qu'on puisse continuer à contrôler l'État sur ce qui fait des données personnelles et pas se dire que finalement on lui laisse une confiance, qu'il peut faire par une simple loi mettre une nouvelle base de données comme il y en a des dizaines actuellement. Voilà, et puis je vais laisser Chloé parce que je parle depuis très longtemps. Merci. J'ai oublié la question. Si on avait… La question, c'était sur les principaux combats en fait, que vous menez à la fois sur les choses qu'il faut refuser et sur lequel il faut revenir. Et puis en plus positif, quelle garantie, voilà, sur quoi vous vous battez aussi qui pourrait améliorer les libertés et les droits fondamentaux sur la question du numérique. On n'entend plus. C'est bon là? Ah, c'est bon, super. Oui, pour nous, ce qui est essentiel, c'est que donc, du coup, quand on se bat contre des lois liberticides dans un cas de crise et qui, en fait, le problème de toutes les législations européennes, c'est qu'il y a toujours une provision, une clause pour dire qu'il y a des exceptions à toutes les règles qu'on vient d'énoncer pour sécurité publique et sécurité nationale. Or, sécurité nationale et sécurité publique sont des termes qui n'ont jamais vraiment été, il n'y a jamais vraiment de définition, donc les limites sont infinies et vous pouvez y penser. Et ça, c'est le cas du RGPD, évidemment, et de la directive e-privacy de 2001, qui est un peu plus contraignante à ce point de vue-là, parce que pour mettre en place des mesures qui contreviennent à cette directive, il faut passer une loi d'urgence. Mais quand même, il y a toujours cette possibilité de se baser sur cette provision de sécurité nationale et sécurité publique, qui sont des termes extrêmement vagues et qui peuvent être manipulés par les gouvernements en Europe assez facilement. Donc nous, de ce point de vue-là, c'est d'être le plus précis possible lorsqu'il y a des dérogations possibles et respecter le droit international à ce point de vue-là qui dit qu'il y a une possibilité de déroger de manière exceptionnelle et contrôlée à leurs obligations de garantir les droits fondamentaux. Mais cela doit être vraiment défini dans des circonstances très précises. Il doit y avoir des limites de temps, il doit y avoir des limites d'application. Toute loi qui est passée durant une situation de crise doit avoir une clause d'extinction et que si une extension des mesures exceptionnelles sont prévues, il faut au moins qu'elles soient limitées dans leur gravité et dans leur durée. Ça, c'est super important et ça, c'est vraiment ce qu'on recommande à la fin de cette crise. On aimerait vraiment voir… c'est hyper difficile, on l'a vu dans l'histoire et on est assez pessimiste vis-à-vis de ça, mais un gouvernement rétro-pédalé sur des mesures qu'ils ont mis en place pendant une période de crise, c'est assez rare. Et donc, du coup, c'est quelque chose pour lequel on est absolument vigilant et on aimerait bien sonner un peu l'alerte de ce point de vue-là. Donc, super important de rétablir l'ordre juridique normal après une crise. Lorsqu'on met en place des mesures, il faut vraiment essayer de se reposer le plus possible sur des garde-fous, essayer d'impliquer différentes organisations dans la mise en place des mesures et se soumettre évidemment à la supervision des parties prenantes, que ce soit par exemple lorsqu'on met en place quelques applications mobiles, que ce soit au moins publier le code en open source afin que les personnes dans le milieu puissent s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un malware ou que l'application ne collecte pas plus de données qu'elle est supposée. Il y a eu beaucoup à ce point de vue, la situation de l'Iran est assez exemplaire de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'application que le gouvernement iranien a mis en place. Donc ça, c'est vraiment super utile pour gagner la confiance de la population, c'est d'être assez transparent vis-à-vis des mesures qu'on met en place.
ce contre quoi on se bat, c'est évidemment toutes les petites réunions derrière les coulisses avec les grands acteurs privés. Il faut absolument que tous ces arrangements ne puissent pas se passer dans un cadre extra-légal. Il faut toujours qu'il y ait une transparence et que ça respecte les principes de droit. Ça semble assez évident, mais en fait, toutes ces discussions entre les grands opérateurs télécoms et les gouvernements, ça se fait de manière vraiment sans supervision de la population, sans supervision parlementaire. Et donc, ça, c'est vraiment très problématique pour nous. La question que nous, on se bat et qu'on aimerait que cette crise prouve un petit peu, c'est accéder à des données de localisation. C'est quelque chose, c'est des données qui sont extrêmement sensibles, qui peuvent révéler vraiment un profil assez précis de chaque individu. Et actuellement, donc, la crise permet d'accéder à ces données de manière beaucoup plus facile. En tout cas, il y a des lois qui sont passées, en tout cas en Bulgarie et dans plusieurs autres pays pour ce genre de choses, sans mandat du juge. Et ça, c'est intolérable. Il faut toujours passer par une autorisation d'une cour indépendante et de l'instance judiciaire pour pouvoir accéder à des données personnelles qui sont détenues par des acteurs, par des fournisseurs de services Internet, par exemple. Donc, que ce soit les données Google ou que ce soit les données de votre opérateur mobile. Et enfin, finalement, grand cheval de bataille dans le réseau EDRI, c'est la rétention des données et la conservation des données. Il y a une directive européenne qui a été bootée par la Cour européenne de justice en 2014, si je me rappelle bien. Je n'étais pas encore dans le débat, donc je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, moi, je l'appelle la directive zombie parce qu'elle revient tout le temps sur le tapis. Et les États demandent énormément que des règles européennes reviennent sur la table pour qu'on puisse collecter et retenir plein de données, comme ce que mentionnait Benoît, sans savoir vraiment réellement si elles vont servir dans le futur. Et la crise, nous, on a peur que l'effet de choc permette justement que toute cette collection des données qui est en train de se faire et qui est en train d'être permise par des lois d'urgence soit conservée. En tout cas, que toutes les données soient conservées pour un très long terme. Et pour nous, c'est hors de question que ça soit ça aussi, que ça se passe comme ça en temps normal. Et voilà. Et si on avait un vœu pieux, peut-être éventuellement, on aimerait que la France soit un peu plus, ou la France et tous les pays d'ailleurs, les États membres soutiennent la réforme de la directive e-privacy, pas dans un sens pour l'affaiblir, ce qui est en train de se passer actuellement au Conseil, où ils sont en train de pionner le texte, mais dans l'autre sens où il faudrait un peu renforcer un peu les directives, le règlement RGPD et pour les données de communication électronique. Oui, et puis il y a des médecins aussi qui disaient sur la question de la conservation des données et des données, y compris en lien là, avec ce qui est en train de se passer, que ça pose un vrai problème aussi sur le secret médical, ce qui va aussi être, je pense, un enjeu fort dans le moment qu'on vit et puis dans la suite. Mais j'espère que ça ne sera pas qu'un vœu pieux et qu'on va réussir à changer quand même des choses dans ce monde qui ne vont absolument pas. C'est vrai que si c'est ça, hein, si les gens n'ont pas confiance dans l'application qui sera mise en place, si elle est mise en place, et donc décident de cacher leur maladie, de ne pas dire qu'ils sont malades, de ne pas appuyer sur le bouton, ou à contrario d'appuyer sur le bouton pour se marrer, et puis qu'ils donc mettent en confinement les centaines de personnes qu'ils ont croisées. Enfin, il y a des risques dans les deux sens, hein, de ne pas informer qu'on est malade et puis de le cacher parce qu'il y a un risque vis-à-vis de son employeur et autres. C'est vraiment la question du secret médical qui est posée. Et je rajouterais aussi donc à ce que disait Chloé sur la question de la géolocalisation et que je mets en parallèle avec ce que je disais sur la puissance de la CNIL. On voit ces dernières semaines tout un tas d'acteurs sortir du bois en présentant tout un tas de données. Alors le premier, ça a été Orange qui a annoncé que 17% des Parisiens avaient quitté Paris dès le début du confinement. Donc la question c'était mais d'où venaient ces données? Donc nous on a fait un article pour expliquer que les données étaient en fait réunies de
manière illégale, puisque ce sont des données de bornage des téléphones mobiles et ce sont donc des données techniques, et personne n'a consenti à fournir des données dans le cadre de statistiques que pourrait fournir Orange à n'importe qui. Or, il a carrément un produit qui s'appelle Fluvision, dont il fournit des services à des collectivités locales avec des statistiques. Mais il n'y a pas que lui, il y a tout un tas. Il y a Couvimov là, qui est sorti, puisque le week-end dernier, on a eu des statistiques qui sont sorties sur les Français relâchent le confinement et qui viennent en fait de données dont on s'est aperçu qu'en fait, elles venaient d'une application qui est installée dans d'autres applications, ce qu'on appelle un SDK, c'est-à-dire il est inclus, c'est un outil inclus dans une application et qui considère qu'à partir du moment où la personne, l'utilisateur, utilise l'application top, enfin l'application finale qu'il souhaite utiliser, mais il accepte que ces données de géolocalisation, pour lesquelles il ne sait absolument pas qu'elles sont utilisées, soient récupérées par l'éditeur. Or, tout ça, c'est donc contraire au RGPD, c'est contraire à e-privacy, puisque les données de géolocalisation, c'est e-privacy, puisqu'il n'y a aucun consentement d'utilisateur. Et on a tout un tas d'entreprises qui viennent, on a des entreprises qui font de la surveillance même militaire, Palantir qui est venu vendre ses services à l'État en disant nous on peut vous aider, venez utiliser nos produits, et ça démontre vraiment d'une démission de l'État et des instances qui sont censées surveiller tout ça, puisque ces entreprises se sentent totalement libres de proposer, de mettre à disposition des outils d'analyse, de traitement, de toutes les données personnelles qu'elles ont pu accumuler de manière illégale depuis des années aux autorités, en se présentant comme les sauveurs du monde, là, même Google qui arrive là, dernièrement en disant ouais, nous aussi on a des informations, c'est les seules informations qu'il a pu fournir, c'est des données de géolocalisation. Et donc ça, c'est extrêmement inquiétant sur la puissance publique à imposer le respect de la réglementation et le respect des droits fondamentaux de sa population. Je rajouterai simplement que sur cette question-là, effectivement, Chloridric a raison de le souligner. Il y a une véritable économie de la donnée qui s'est formée au fur et à mesure du temps sur la base de l'économie le modèle du big data. Fluvision, c'est la première offre qu'a proposée Orange en 2013, je crois, pour commercialiser ce type de données-là. D'abord à des organismes de tourisme pour avoir une bonne connaissance des flux touristiques dans leur région, pour avoir une approche un peu de prospective territoriale, etc. Mais Orange attend depuis très longtemps de commercialiser ce type d'offre, d'élargir sa gamme, de proposer des panels différents. Et elle attend, dans toujours cette idée de la stratégie du choc, elle attend le moment propice pour proposer ce type d'offre, pour élargir sa gamme qui est déjà très borderline en exploitant les données de bornage, etc. Donc, il y a cette question-là. Il y a une autre question aussi qui se pose par rapport à ce type d'applications qui sont dans des applications que les gens ignorent. Ça va être les différents sas de conversation entre l'application gouvernementale qui va être active dans le téléphone et les autres applications aussi. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est calculé pour ne pas avoir de correspondance, mais il peut aussi y avoir des types de surprises sur cette question-là qui est véritablement fondamentale. Juste et une dernière remarque pour faire prendre conscience aux gens de ce que comporte le croisement de données. Faut savoir que, par exemple, des données médicales, c'est déjà des données qui parfois peuvent fuiter dans l'environnement numérique. Je prends un exemple tout simple, qui est une ONG norvégienne qui s'appelle Syntec, qui a montré il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans de ça, que des applications de rencontres, par exemple homosexuelles comme Grindr, avaient déjà partagé des données médicales, notamment le statut sérologique de ces utilisateurs, à des entreprises extérieures à Grindr. Ça, c'est un élément. Et un autre élément tout simple, pour que les gens comprennent ce que c'est le croisement de données, c'est ce qu'a fait, par exemple, Uber il y a quelques années, ce qu'ils appelaient les Glory Nights. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était très simple. C'était aux États-Unis. Uber a simplement comparé des profils d'utilisateurs et leur utilisation. Ils ont déterminé les villes où les maris étaient plus susceptibles de tromper leur femme aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont croisé des données. Ils ont pris des utilisateurs âgés entre 20 et 35 ou 40 ans, je crois, je ne sais plus exactement le critère d'âge, pour des utilisations qui étaient faites. Je loue un Uber vers 23h30 et je loue un Uber vers 4h pour rentrer à mon domicile. Et en fonction de ce type de parcours, ils étaient en capacité de déterminer si
il y avait une prédisposition à tromper sa conjointe ou son conjoint, etc. Donc, c'est des types de croisements qui peuvent porter à s'ouvrir, mais qui, sur d'autres secteurs, peuvent être extrêmement graves. Voilà. Ben, merci beaucoup, en tout cas, du temps que vous nous avez consacré. Merci Alexandre d'avoir organisé cette audition. Merci à Benoît, merci à Chloé. Je pense que ça va nous être vraiment très précieux. On va faire un compte-rendu de cette audition. On va mettre donc en ligne la vidéo de cette audition. On mettra aussi, on va essayer de faire des petits extraits pour inviter les gens à aller la voir en entier. Et n'hésitez pas à la partager pour justement aider à faire comprendre un débat qui est un débat extrêmement important et qui est important pour nos libertés et puis pour le respect de nos droits fondamentaux. Un grand merci à vous.